Au sommaire de cette édition, en religion, la Mecque-Vie, dirigée par l'archevêque Kodja Guy Vincent, a célébré un culte spécial à l'occasion de la fête de la Pentecôte. En santé, un premier cas de virus du Zika en Afrique. Actualité internationale en France, des raffineries et dépôts de carburant bloqués, des stations-service fermées. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de choisir The Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion comme annoncé dans les titres. En Côte d'Ivoire, la mission évangélique Grâce de Vie en abrégé Mecque-Vie, dirigée par l'archevêque Guy Vincent Kodja, a célébré un culte spécial à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Il faut préciser que ce culte a été marqué par une animation particulière. Suivons ce reportage. Le siège des églises Mecque-Vie, la mission évangélique Grâce de Vie, au plateau d'Ocuy, présidé par l'archevêque Kodja, a commémoré, à l'instar de toutes les églises chrétiennes dans le monde, la venue de l'Esprit Saint à l'occasion de la fête de la Pentecôte. À événement exceptionnel, organisation exceptionnelle, la Mecque-Vie a connu une animation toute particulière avec de la musique, des chants et des danses. Après le discours introductif d'un membre du comité d'organisation qui a expliqué que la Mecque-Vie célèbre la fête des moissons à l'occasion de la fête de la Pentecôte, la cérémonie a effectivement débuté avec la procession des enfants de l'école du dimanche portant les drapeaux et les noms de différentes nations en souvenir du jour de la Pentecôte où plusieurs nations étaient réunies à Jérusalem lors de la descente du Saint-Esprit. Tous les membres de l'Église n'ont ménagé aucun effort pour assurer la réussite de cette cérémonie qui s'est traduite par le passage de plusieurs peuples avec leur culture, leur langue, leur danse et leurs offrandes de reconnaissance devant le trône de Dieu. À cet effet, le Ghana, le Sénégal, les Antilles, pour citer des nations étrangères représentées à la Mecque-Vie, mais également des peuples de Côte d'Ivoire comme les Ouais, les Baoulés et les Bétés, ont exprimé toute leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits devant une Église en liesse totale. Avec l'aide de la fanfare, le président fondateur de la Mecque-Vie, qui n'a pas été en reste, a apporté sa touche à la célébration, musicalement parlant. La cérémonie s'est soldée par l'inauguration des tout nouveaux bâtiments du siège de la Mecque-Vie, abritant les bureaux du corps pastoral, ainsi qu'un hall, le hall Bartoli, par reconnaissance à la première marraine de l'Église. À la fin des festivités, certains membres de la congrégation ont exprimé leurs sentiments sur cette cérémonie. Écoutons-les. C'est un honneur pour moi de prendre part à la Pentecôte qui célèbre et qui magnifie Dieu, mais surtout qui rend témoignage de tous les bienfaits de Dieu durant toute l'année, les privilèges, les grâces dont nous avons été l'objet. À un moment où des choses incompréhensibles se passent dans le monde, où la vie est devenue très précaire, il a plu à Dieu de nous permettre d'être en vie aujourd'hui et de pouvoir le louer, lui dire merci à lui qui est le véritable. Je voudrais profiter aussi pour remercier l'archevêque parce qu'il nous a permis de faire tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et que Dieu bénisse sa vie. Et tout est bien qui finit bien. Les frères et sœurs ainsi que les invités du jour ont partagé un repas dans la communion fraternelle. Désormais, tous les regards sont tournés vers l'année prochaine. Rendez-vous est donc pris pour 2017 pour la célébration de la prochaine fête des moissons. Le calendrier prophétique, un calendrier chrétien basé sur la Bible, a été présenté ce samedi 21 mai 2016 par le pasteur Nguessan Dominique. C'était au cours d'une conférence intitulée « Voici l'année de grâce de l'Éternel » et dans laquelle le pasteur Nguessan Dominique a démontré que les noms des jours et des mois du calendrier gréco-romain cachent le plus souvent des origines idolâtres. Suivant ce reportage signé Jean-Jurès Tabi et Yao Kwadio. Voici le calendrier prophétique, un calendrier dont les noms des jours et des mois sont inspirés de la Bible. Il a été présenté le samedi 21 mai 2016 par le pasteur Nguessan Dominique au cours d'une conférence au sein de la mission évangélique La Bonne Sémence de Dieu à Cocody-Angré. Après le mot de bienvenue de la prophétesse Mampé Solange, leader de la mission évangélique La Bonne Sémence de Dieu, l'orateur dans une conférence intitulée « Voici une année de grâce de l'Éternel » a révélé les secrets, l'origine et l'impact des noms des jours et des mois du calendrier courant. Ce travail n'est pas fait pour l'année, il a fait un effort. Mais le calendrier qu'on a, c'est que nous avons ciblé à travailler, à concevoir un calendrier propre chrétien. Il y a d'abord la logique même. La logique du calendrier actuel. Si vous voulez, allons-y ensemble. Septembre veut dire quoi?
7, même dans le beau français, n'est-ce pas? Mais ce septembre est le 7e mois. Dites-moi, septembre, c'est lequel mois? Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit en anglais, en catalan, dans toutes les langues, on nous dit que septembre est le 9e mois. Mais dans la sémantique, ça veut dire 16. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, quand tu consommes sans méthode, sans prier. Et quand tu veux manger, tu choisis ce qui est bon pour ta santé. Il faut qu'on arrête de consommer. Amen. Ces révélations sont le résultat de plus de 20 ans de recherche menées par le pasteur Nguessan Dominique. Selon lui, le chrétien qui ne sait pas ces choses et qui suit le calendrier gréco-romain peut devenir un idolâtre sans le savoir. Il propose en lieu et place un calendrier prophétique et son guide inspiré de la Bible et qui sont de véritables supports de combat et de délivrance spirituelle. Le calendrier prophétique vous donne de mener maintenant des combats spirituels scientifiques. Vous comprenez? Scientifiques dans la prière. Ok? Et puis organiser des ONG contre. N'est-ce pas? Est-ce qu'on ne peut pas organiser des ONG, mettre sur pied des ONG pour protéger les enfants? Protéger, n'est-ce pas, les jeunes filles? Hein? Contre la guerre, contre la corruption. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça, les chrétiens? Si les gens tout de suite, quand vous partez le nom de Dieu, ils sont réfractaires. Il faut partir avec quelque chose au moins, et en dessous, vous présentez Christ en dessous, vous combattez contre tout cela. Le monde nous attend, parce que c'est par nous que Dieu doit passer, délivrer le monde de l'humiliation à laquelle le diable a servi. Surpris, mais aussi et surtout édifié par les révélations, le peuple et les hommes de Dieu présents ont posé de nombreuses questions pour éclairer leur lanterne. Pour le pasteur chercheur Nguessan Dominique, l'accent doit être mis à présent sur la vulgarisation de cet outil avec l'aide de l'Église en Côte d'Ivoire. Une séance de dédicace a mis fin à cette conférence riche en enseignements spirituels. Nous terminons en religion cette fois-ci au Bénin. Un programme spécial de prière et d'adoration a été organisé à l'occasion de la Pentecôte par l'église Charis de Porto Novo au Bénin. Avec un thème assez particulier, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Suivant ce reportage signé Bénin TV Bénin. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tel est le thème du programme de prière dénommé Pentecôte Charis 2016. Organisé par l'église Mission Charis de Porto Novo, cette randonnée spirituelle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de Pentecôte. Nous estimons que pour réussir, n'est-ce pas, pour répondre à l'ordre de l'Éternel, il nous faut, n'est-ce pas, aller vers les autres. C'est pour ça que, n'est-ce pas, initier ce programme pour sortir un peu des cadres de notre église et pour venir un peu au dehors pour toucher d'autres personnes, les non-athées. L'importance de la manifestation de la puissance divine dans la vie du chrétien est le contenu du message livré au peuple. Je mettrai en toi des dépôts importants, des capacités surnaturelles, des dons et des talents forts. Afin que tu deviennes quelqu'un que tu ne peux plus arrêter. Je parle à quelqu'un. Et donc, pour nous bâtir, il a trouvé un moyen pour le faire. Il nous a donné son Esprit Saint. Et lui, comme un générateur, il génère en nous la puissance. Et j'ai expliqué que plusieurs hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire et du Bénin se sont joints au prophète Isaac Gildas pour donner une touche spéciale au programme. Tu n'es pas un échec. Même si les circonstances te poussent à croire que tu es un échec, par l'autorité de la puissance de la parole, je déclare et je décrète que ta mentalité change ce matin. Dieu va dire à quelqu'un, tout front qu'on a placé sur ton visage pour t'empêcher de voir la gloire, pour t'empêcher de voir la bénédiction. Je déclare en tant que prophète de Dieu, les voiles déchirés. Avec le Saint-Esprit, tout ce qui est mort, tout ce qui est paralysé, tout ce qui n'avance pas, tout ce qui est stagnant, retrouve la vie et vie abondante. Et c'est cette proclamation que nous avons essayé de libérer sur le peuple de Dieu. Et
amené le peuple de Dieu à comprendre qu'avec le Saint-Esprit, ils ont le pouvoir de prophétiser, de proclamer que tout ce qui est mort autour d'eux, que cela répandra vie. Vous savez, la Pentecôte a marqué le lancement de l'église de Jésus-Christ et il y a eu un impact sur toute la ville de Jérusalem. Donc nous croyons qu'en célébrant cette Pentecôte ce soir, c'est toute la ville de Porto-Nouveau et du Bénin en tant que nation qui seront impactées. Non seulement des prières sont montées au trône de la grâce, mais aussi des offrandes de louange et d'adoration. Ceci en signe de reconnaissance à Dieu pour sa fidélité. Nous ouvrons à présent l'actualité africaine avec le Bénin. Les jeunes béninois ont réfléchi ce week-end à Ouida sur le problème de l'emploi et du sous-emploi auquel ils sont confrontés en ce moment. C'était lors d'une conférence de forces vives de la jeunesse béninoise. Au Bénin, le palliatif trouvé par les jeunes au problème de chômage et de sous-emploi est le taxi-moto. Généralement en chemise jaune, on le retrouve sur toutes les artères de Cotonou. La plupart de ces conducteurs de taxi-moto, appelés émigrants, sont des diplômés sans emploi. Ce job leur permet au moins de continuer à exister et d'espérer un emploi décent. Mais depuis des lustres, le mieux-être ne vient toujours pas. Force est de constater que l'État central n'est plus en mesure de procéder à des recrutements massifs de fonctionnaires. Devant ce constat, les jeunes se réunissent ici à Ouida pour jeter les bases de leur avenir. Un avenir qui doit être orienté vers l'entrepreneuriat. Vous voulez repartir sur de nouvelles bases. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui que c'est l'État qui doit forcément donner du boulot. Non, l'État n'emploie que 10% de ceux qui sortent des universités et des écoles techniques. Donc aujourd'hui, les jeunes doivent se prendre en charge. Ces jeunes bénéficient du soutien et des conseils de la vieille génération. Les fonctionnaires de l'État, aujourd'hui admis à faire valoir leur droit à la retraite, demandent à toute la jeunesse africaine de se réveiller et de prendre conscience des potentialités dont regorge leur continent. Pour eux, la formation universitaire doit aboutir à la création d'entreprises. Si vraiment on sait que l'essentiel à l'école, ce n'est pas apprendre des leçons, à débiter, à réciter, mais apprendre à entreprendre. Nous avons... c'est 96% de diamants. Ça signifie que l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Océanie ne disposent que de 4% de diamants du monde. L'Afrique seule, c'est 96%. Alors, pour les jeunes, l'essentiel est de savoir, mais ces diamants-là, comment les transformer? Comment est-ce que l'on fait? Or, le mal de l'Afrique, c'est qu'il n'existe pas une seule entreprise diamantifère dans l'Afrique. Il est pour nous une question de sécurité. À l'issue de cette conférence des forces vives de la jeunesse béninoise, il est prévu la mise sur pied d'un haut conseil qui devra aiguiller les jeunes sortis d'école. L'objectif à atteindre est de réduire le taux de chômage et d'encourager l'esprit entrepreneurial. Parlons à présent des santé, comme annoncé dans les titres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la souche du virus Zika, responsable de cas de microcéphalie en Amérique latine, a été détectée dans un pays du continent. Le virus est propagé pour la première fois au Cap-Vert et l'OMS juge son évolution préoccupante. Un cas du virus Zika au Cap-Vert a été détecté en octobre l'année dernière et nous avons eu plus de 7000 cas depuis. Mais nous voyons qu'il y a eu un pic et maintenant nous avons moins de 10 cas reportés par semaine, donc c'est une bonne chose. Cependant, nous avons appris quelque chose de très préoccupant. Après l'analyse du virus qui circule au Cap-Vert, nous avons la confirmation qu'il s'agit de la même souche que celle de l'épidémie en Amérique du Sud. Il semble que le moustique, le vecteur qui transmet ce virus, est présent dans beaucoup de pays africains, en fait dans la plupart des pays africains. Donc maintenant que cette souche est présente aux portes de l'Afrique, c'est une réelle préoccupation pour nous dans la région et pour les États membres. Cela implique qu'ils doivent augmenter et intensifier leur système de détection et de contrôle des possibles cas de Zika. L'Organisation mondiale de la santé recommande à ces pays d'améliorer leur surveillance, leur nombre de laboratoires pour des diagnostics, de communiquer avec le public afin que les gens se protègent des piqûres de moustiques et améliorent le contrôle du vecteur. Donc doivent tout faire pour essayer de tuer les moustiques.
Parlons à présent des élections municipales au Burkina Faso. Dimanche, 5,5 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales étaient attendus dans leurs urnes pour élire leur maire aux premières municipales. Plus de 80 formations politiques sont en liste pour les 20 000 postes de conseillers municipaux. Hier dimanche, les électeurs ont voté dans le calme pour élire leur maire. Environ 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ces toutes premières municipales depuis le renversement par le peuple de l'ancien président Blaise Compaoré en octobre 2014. Des élections qui tournent donc définitivement la page de la transition après 27 ans au pouvoir de M. Compaoré. Plus de 80 formations politiques sont en lice pour les 20 000 postes de conseillers municipaux qui vont ensuite désigner les maires qui administreront, eux, les 368 communes du pays ces 5 prochaines années. Rappelons que le régime de la transition avait dissous tous les conseils municipaux mis en place par Blaise Compaoré et remplacé les maires par des préfets en attendant l'organisation d'élections. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, élu fin novembre dernier et qui a voté dimanche, espère conforter son pouvoir avec une nette victoire de son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Les résultats des municipales ne devraient pas être connus avant la fin de la semaine. Pour le moment, les citoyens ne sont pas encore sortis, mais j'ai bon espoir quand même que le taux de participation sera quand même relativement intéressant. On espère que, s'agissant d'un scrutin de proximité, que l'affluence vraiment monte rapidement, de manière à ce que peut-être le taux de participation soit en tout cas significatif, même si ça ne peut pas être plus important que pour les présidentielles. Voilà. J'ai entendu dire qu'à Dapelego, il y a certaines populations qui interdisent par exemple le déploiement du matériel électoral. C'est dommage. Mais ces gens-là, ce sont certainement des sympathisants ou des militants du parti politique. C'est la raison pour laquelle je dis que la responsabilité en incombe au premier chef, au parti politique. C'est à eux de les interpeller, leur dire qu'au nom de la démocratie, qu'ils cessent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je suggère que chaque personne qui sera élue là, vraiment travaille dans la justice, dans la paix et dans la joie, aussi dans la solidarité, afin que ce pays-là puisse aller de l'avant. Parce que si nous travaillons dans le désordre, dans l'anarchie, vraiment, on voit que le pays sera toujours derrière. On ne pourra pas avancer. Au Rwanda, des textos peuvent sauver le nouveau-né grâce à des agents de santé communautaires dotés de téléphones portables. Le Rwanda a mis en place depuis 2012 un système entièrement informatisé intitulé Rapid SMS afin de suivre au jour le jour les femmes enceintes du pays et lutter aussi contre la mortalité maternelle et aussi infantile. Floride arpente quotidiennement les chemins de Nyarukombe dans l'est du Rwanda. Elle est agent communautaire en charge de la santé maternelle. Aujourd'hui, elle rend visite pour la première fois à Marceline, enceinte de 3 mois. Objectif, l'enregistrer sur la base de données du ministère de la Santé via un simple SMS. Je vais transmettre ce message en rentrant un code pour indiquer qu'elle est bien enceinte, ainsi que des informations de base, comme son numéro d'identité et la date des dernières règles. Une fois enregistré, le logiciel du ministère mis en place en 2012 pourra suivre l'évolution de la grossesse de la jeune femme et lui rappeler les rendez-vous importants. Avant, les femmes pouvaient accoucher seules à la maison avec le risque d'avoir des complications. Mais maintenant, il y a beaucoup moins de risques et je connais mon état de santé. Pour l'instant, tout va bien pour Marceline. Mais en cas d'urgence, son agent communautaire préviendra le centre de santé le plus proche. Allô ? Le responsable de l'encadrement de ses agents vient justement de recevoir un SMS d'alerte. Quand il commence l'accouchement à domicile, on prévoit ça, on le retire immédiatement pour l'amener au centre de santé. Un agent de santé maternelle transmet ce message au ministère. Le ministère aussi me transmet le message immédiatement disant qu'il me demande l'assistance de cette femme. Même s'il est difficile de mesurer l'impact précis de Rapid SMS, selon la Banque mondiale, au Rwanda, les taux de mortalité infantile et maternelle ont été divisés par 2 en 10 ans. À présent, l'actualité internationale en France, des raffineries, des dépôts pétroliers et des stations-service sont fermées car les salariés s'opposent à la nouvelle loi du travail. Des dépôts de carburant ont été débloqués, mais dans l'ouest du pays, d'autres restent encore paralysés par les manifestants.
En France, les salariés de raffineries et de dépôts pétroliers opposés à la loi travail ne relâchent pas la pression. Même si des dépôts de carburant ont été débloqués vendredi dans l'ouest du pays, d'autres sont toujours paralysés par des manifestants, provoquant de nouvelles ruées vers les stations-service et de longues files d'attente. Je suis arrivée à 8h10 par là, donc une demi-heure. Pour combien de litres ? 20 litres, on n'a pas le droit à plus. Une demi-heure, c'est pas long, ça va, ça peut aller. Hein. C'est pas très grave, hein. De toute façon, tant pis. Hein. Quand il y en a plus, il y en a plus. Nombre de stations sont fermées. À Lille, dans le nord, une seule est encore ouverte. Des mesures de rationnement ont été prises par plusieurs préfectures. Le syndicat CGT, le plus en pointe, estime que son but n'est pas de provoquer des pénuries, mais d'obtenir le retrait de la loi travail. En Grèce, le Parlement a adopté de nouvelles mesures d'austérité pour répondre aux exigences de ses créanciers afin de déclencher le versement de la prochaine tranche de prêt. Ce nouveau projet de loi prévoit aussi un mécanisme de correction automatique en cas de dérapage budgétaire. Le Parlement grec a adopté dimanche soir de nouvelles mesures d'austérité exigées par les créanciers du pays pour déclencher le versement de la prochaine tranche de prêt. Une décision qui sera prise ce mardi lors de l'Eurogroupe. Le projet de loi prévoit notamment un mécanisme de correction automatique en cas de dérapage budgétaire. Les dirigeants européens vont recevoir ce soir un message, a déclaré le Premier ministre Alexis Tsipras. Celui que la Grèce remplit ses obligations, qu'elle assume ses responsabilités. Demain, ils doivent aussi assumer leurs responsabilités de leur côté, a-t-il ajouté. Le texte prévoit aussi des mesures supplémentaires pour accélérer les privatisations et augmenter les taxes indirectes. En échange, Athènes espère le déblocage de 5,4 milliards d'euros et un allègement de sa dette qui représente environ 180% de son produit intérieur brut. Une réforme des retraites et des impôts a déjà été votée le 9 mai dernier. Plus de 10 000 personnes ont manifesté devant le Parlement avant le vote, selon la police. L'Autriche a voté le dimanche 22 mai 2016 pour élire un nouveau président lors d'un scrutin très suivi en Europe où un candidat d'extrême droite, Norbert Hofer, est donné favori face à l'écologiste Alexander Van der Bellen. Danke. Ja, noch bin ich sehr ruhig, aber ich bin mir sicher, dass ich im Laufe des Tages auch schon etwas nervös werde. Ja. Gut. Pass auf, hinter dir. Ja, natürlich ist sofort. Bitte auf den Worten noch. Ich gehe einfach mit dem etwas schräger. Bitte, ja, schauen Sie kurz. Bitte so. Nur das einmal so. So ist gut. Ja. Der ganze Benedruck im Hintergrund. Zu mir bitte. Ja. Norbert, zu mir bitte. Und einmal noch auf meine Seite. Présidentielle aux États-Unis, à quelques mois de ces élections, les candidats Donald Trump et Hillary Clinton sont plus que jamais divisés sur la question des armes à feu aux États-Unis. Le lobby des armes à feu américain, la NRA, a décidé de soutenir le candidat républicain. Quant à la démocrate, elle préconise des vérifications judiciaires et psychiatriques avant toute acquisition d'armes à feu dans ce pays. Aux États-Unis, la place des armes à feu divise plus que jamais Hillary Clinton et Donald Trump. Le puissant lobby des armes à feu, la NRA, a apporté son soutien aux candidats républicains. Hillary Clinton, elle, veut généraliser des vérifications avant toute acquisition d'armes. Nous savons maintenant combien le lobby des armes à feu est puissant. Je crois que c'est le lobby le plus puissant à Washington. Nous savons que certains candidats feront tout pour leur faire plaisir. Hier, au congrès annuel de la NRA, Donald Trump a déclaré que dès ses premières heures en tant que président, que Dieu nous garde, il annulerait tous les décrets du président Obama pour renforcer la vérification préalable. Il y a une quinzaine d'années, Donald Trump se disait pour une interdiction totale des armes d'assaut. Il y a en moyenne près d'une fusillade par jour dans le pays. Pour Hillary Clinton, Donald Trump serait une menace pour la démocratie.
À Gaza, un petit Spider-Man à l'assaut des livres du record. C'est un poids-plume capable de tordre ses 29 kilos et 1,37 m de taille. À seulement 12 ans, Mohamed Al-Sheikh, petit Palestinien de Gaza, rêve de faire entrer sa prouesse de contorsionniste dans le livre des records. Suivons ensemble. La tête calée entre les cuisses, voici le Spider-Man de Gaza. Sur une terrasse surplombant la Méditerranée, Mohamed Al-Sheikh s'entraîne en tordant son petit corps de 29 kilos dans tous les sens. À 12 ans, ce jeune Palestinien rêve de faire entrer ses prouesses de contorsion dans le livre des records. Je veux devenir un champion du monde de contorsion. Et bien sûr, je veux entrer dans le Guinness des records. Avec sa poitrine collée au sol, Mohamed peut tourner ses jambes de cette manière 33 fois en 1 minute. C'est 4 fois de plus que le record du monde actuel et le Guinness a accepté sa candidature. Fin 2014, il a connu la gloire en participant à l'émission Arabs Got Talent au Liban, l'équivalent de la nouvelle star dans le monde arabe. Gaza sortait alors d'une guerre meurtrière entre le Hamas et Israël qui avait interrompu ses entraînements. Je l'ai emmené chez le médecin. Nous avons passé au rayon X son dos, sa colonne vertébrale, ses articulations. Le médecin a dit qu'il avait une grande flexibilité des ligaments et que ça ne posait aucun danger. Il y a d'autres personnes comme lui dans le monde, mais en très petit nombre. Avec son coach, il multiplie les séances d'entraînement pour se rapprocher des meilleurs acrobates du monde. Sur la plage de Gaza, on peut parfois l'apercevoir faire des figures sur des chameaux devant des passants amusés. Au début, je l'ai rencontré lors des demi-finales de l'émission Arabs Got Talent. Il avait de l'énergie. Sa mère avait déjà découvert son talent. Nous avons commencé les exercices pour l'émission et il est devenu prêt à faire la compétition avec les champions du monde actuels. Mohamed rêve aujourd'hui de défendre les couleurs palestiniennes en dehors de Gaza. Après la finale d'Arabs Got Talent, il s'est vu offrir un contrat pour une formation à l'étranger, mais sa famille a refusé. À 10 ans, il était encore trop jeune pour partir vivre sans eux. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.